Bonjour à tous. On a vu que la finance apatride, après les avoir soumis en 1913, a fait des États-Unis, grâce à deux guerres mondiales et de totalitarisme, les sauveurs du monde libre, tout ça pour les utiliser, les États-Unis, comme un cheval de Troie pour détruire les barrières protectionnistes des nations en mondialisant l'économie de marché capitaliste ultralibérale et faire mettre à peu près tout ce qui était hors commerce dans le commerce, comme les services publics ou le corps humain, en œuvrant donc aussi pour changer les mentalités. Dès lors, l'aspect culturel et médiatique était aussi primordial. Leur but était de tout privatiser, de revenir à un système de servitude pour dette généralisée selon la double justification vaseuse suivante. D'abord, le libéralisme. Le libéralisme, nous dit ces abrutis, c'est la liberté de commercer comme on veut, sans contrainte, de mettre sur un pied d'égalité dans le poulailler qu'est le marché la liberté du renard et celle des poules. Et ensuite, vous avez la fatalité. On n'aurait pas le choix. Il faut payer les dettes publiques impayables, par nature, quitte à en crever, et donc vendre à tous ceux qui nous achètent et tous ceux qui sont dès lors nos investisseurs, nos sauveurs généreux et bienfaisants, qui pensent à nous, en fait surtout en nous volant, en nous violant, en nous violentant. Et je vous renvoie à la vidéo sur la dette publique illégitime et impayable et sur le pognon de dingue. Pseudo-libéralisme et dette publique impayable à payer, voilà les deux justifications oiseuses des privatisations qui aboutissent au final au constat de l'incurie de l'État qu'il faut donc liquider. On nage dans le royaume de l'absurde. Bref. La finance apatride voulait et veut toujours posséder ainsi le monde par la dette, grâce à leur cheval de Troie, les États-Unis, qui peuvent justifier leur interventionnisme, grâce à leur statut de sauveurs qui doivent sauver le monde des méchants Russes ou des méchants terroristes depuis 2001, et être des justiciers, les shérifs de l'époque. C'est la seule grille de lecture pour comprendre tous les mots actuels, la seule. Alors on s'était arrêté en 1944 à la vidéo précédente sur la naissance des sauveurs américains qui avaient pu internationaliser leur système d'argent-dette grâce aux accords de Bretton Woods dont j'ai parlé. Ce qu'il faut bien comprendre, pour comprendre le reste, et c'est totalement capital, et je le répète, c'est que les États-Unis, et derrière eux surtout la finance apatride, étaient alors dotés du pouvoir de tout acheter avec leur dollar, monnaie internationale argent-dette, mais ils devaient encore rendre tout achetable. Et cela consistait en l'ouverture maximale des marchés nationaux à toutes les concurrences en réduisant peu à peu le champ de tout ce qui était hors commerce et ce qui leur assurerait plus tard la part du lion. Une fois les marchés ouverts, la concurrence réalisée, ils utiliseraient d'autres armes comme l'extraterritorialité, leur poids diplomatique, militaire, culturel, qu'on verra après pour garder bien sûr au total leur supériorité non sans mal dans la concurrence mondiale. Mais pour accomplir cette mondialisation du commerce, il fallait y aller par étapes. Alors, en 1945, deux obstacles majeurs se dressaient devant la réalisation de leur projet, la Russie soviétique et puis les États-nations protecteurs en tant que tels. Et la levée de ces deux obstacles, on lui donnera plus tard un petit nom, la mondialisation. Alors, vous vous rappelez, un empire, c'est l'antithèse d'une nation. L'empire s'impose rapidement, il est fondé ensuite sur une idée suprémaciste qui légitime des actes de conquête et donc l'extension du territoire, en écrasant également au passage le consentement des gouvernés à être gouvernés. Eh bien, je vous fais pas un dessin, les États-Unis sont un empire qui au final, vous l'avez compris, n'est que le cheval de Troie du véritable empire qu'est la finance apatride, et on va voir aussi que l'Union européenne est également un empire, mais qui n'est qu'un cheval de Troie des États-Unis, qui sont le cheval de Troie de la finance apatride. Donc ce sont, si on peut dire, des poupées russes. Reprenons les différents points. D'abord, cet empire américain s'est imposé rapidement en deux guerres mondiales. Ensuite, il repose sur une idée totalement suprémaciste. On est les sauveurs du monde libre, des justiciers, des shérifs, des Captain America. On est les gentils et on vous délivre des méchants Russes ou des méchants terroristes depuis 2001, la main sur le cœur.
et les yeux remplis d'étoiles patriotiques et naïves. Nous, on est des modèles avec notre American Dream, notre American Way of Life motherfucker, magnifié par Hollywood, le plus grand succès américain, faut-il le préciser, de tous les temps, qui permet de réécrire l'histoire et de l'implanter dans tous les cerveaux fascinés par les stars et les effets spéciaux. Du coup, on se mêle de tout, on intervient partout au nom de la lutte contre l'empire du mal ou l'axe du mal ou les États voyous, selon les formules des différents Presidents of the United States of America, the men the most powerful in the world, comme le répète Hollywood jusqu'à l'overdose. We save you because we know better than you what's good for us, enfin, for you. Elle débouche ensuite cette volonté suprémaciste sur des actes de conquête pour élargir leur terrain de domination, leur sphère d'influence, et qui violent en même temps le consentement des peuples. Alors, tous les événements que je vais citer, leur interconnexion et leur sens global ne prennent sens que dans le cadre de cette analyse et dans ce cadre seulement. Alors, what happened ? Je vous restitue l'affaire, fin Deuxième Guerre mondiale, la Russie a plié mais pas cassé aux grandes dames des anglo-saxons, qui n'ont pu la commercialiser comme ils voulaient. Ça les a pas empêchés par la suite de financer les programmes soviétiques, qui n'y ont trouvé, les soviétiques, aucune objection à recevoir des dons de la finance apatride, qui s'est fait encore du pognon grâce au financement des guerres, des reconstructions. Je vous renvoie à l'interview d'Anthony Sutton, Best Enemies, Money Can Buy. Face à ce qu'on peut tout de même appeler une déconvenue, bien sûr, par rapport à leurs objectifs initiaux, les anglo-saxons voraces ont alors changé de philosophie géopolitique. Ils sont passés de la volonté du contrôle de Heartland, contrôle quasi direct et monopolistique du territoire équivalent à la Russie, pour tous les aspects en tout cas commerciaux, et qui impacte également tous les autres aspects en suivant. Ils sont passés de cette théorie du Heartland à cette théorie du Rimland. C'est quoi cette géopolitique du Rimland ? En gros, c'est la politique, comme j'ai déjà expliqué, du containment, contenir les Russes, pour les contrôler en les encerclant, notamment grâce à la construction européenne. C'est là qu'elle prend sens, cette construction européenne, comme on va voir. Bref, on va y revenir, c'est long, mais comprendre, ça n'a pas de prix, si ce n'est celui de notre liberté collective, c'est-à-dire notre indépendance. Alors, élu en avril 45, le nouveau président des United States of America, Harry Truman, lance une politique volontariste d'endiguement du communisme. Il présente sa politique au Congrès des États-Unis, donc le 12 mars 1947, dans un discours qui ne laisse guère de doute sur l'idée suprémaciste qui sous-tend l'entreprise américaine. Je crois, disait-il, que nous devons aider les peuples libres à forger leur destin, à maintenir la liberté des États du monde et à les protéger de l'avancée du communisme. Les États-Unis se posaient alors déjà en seul vrai protecteur des libertés menacées des peuples. L'URSS était donc au final un ennemi précieux qui a permis de bipolariser tous les problèmes politiques grâce au biais notamment d'ancrage et de cadrage. Cette lutte, c'était contre les méchants Russes, l'URSS et son communisme marxiste-léniniste, également impérialiste, antithèse du capitalisme ultralibéral, et je précise d'ailleurs que les deux sont dans l'erreur la plus absolue. Je renvoie à la saison 1, cet obstacle communiste sera levé avec la chute du mur de Berlin en 1989, et puis avec l'effondrement, bien sûr, de l'URSS en 1991. Ils ont, en suivant, les ricains, eu pour objectif de parachever l'économie de marché capitaliste ultralibérale en promouvant spécifiquement la démocratie de marché, c'est-à-dire en déstabilisant méthodiquement et par différents moyens les régimes politiques non démocratiques qui refuseraient d'être leurs alliés et de fait qui sont hors du système bancaire international, celui qui est détenu dans les mêmes mains, ou qui refuserait de se plier à la règle du jeu. Ronald Reagan avait dénoncé, lui, l'empire du mal, l'URSS. Bush l'adapta avec la formule de l'axe du mal, Irak, Iran, Corée du Nord. Alors voilà l'idée générale qu'énonçait donc le Conseil de sécurité nationale dans une autre administration, l'administration Clinton, en 1994, dans son document intitulé Stratégie de sécurité nationale. Notre stratégie de sécurité nationale est donc fondée sur l'objectif d'élargir la communauté des démocraties de marché. Appréciez la formule.
et d'où viennent en suivant, bien sûr, Maastricht et l'OMC. Donc on va voir surtout les actes politiques de conquête dès 1944, c'est le plus important. Leur but aux Américains, pour synthétiser le propos, qu'on verra dans les 4 prochaines vidéos suivantes, c'était dès lors de limiter d'abord le plus possible l'influence soviétique, et pour cela ils voulaient s'appuyer sur l'Allemagne, mettre ensuite sous tutelle les États-nations européens dans un cadre fédéral ouvert à leur domination commerciale, et toutefois la tâche fut plus ardue que prévu. Qu'importe, ils basculèrent alors, on verra en 3e point, avec encore beaucoup de pragmatisme, dans une logique de financiarisation de l'économie pour casser les États revêches par la dette publique et la crise. Ainsi contrôlés par la finance, les États européens seraient donc plus malléables pour mettre en place une union économique et monétaire menant au fédéralisme, celui-ci permettant de rendre tout achetable dans le cadre d'une grande compétition mondiale au sein de laquelle, bien sûr, les États-Unis garderaient jalousement leur leadership grâce à leur domination culturelle mondiale, grâce à leur influence géopolitique agressive et grâce à la technologie de l'information et des moyens de collecte de l'information leur permettant d'étendre leur juridiction sur le monde entier au moyen de leur loi extraterritoriale à laquelle l'Europe, dénudée, ne peut s'opposer. Et ne peut... Bref. On verra ces points la prochaine fois. Merci de votre écoute. À la prochaine.